Bonjour, bonsoir. On continue notre deuxième cours concernant l'anatomie pathologique qui s'intéresse au volet tumoral pour étudier une cellule tumorale. Quelles sont ses caractéristiques? Quelle est la progression naturelle d'une tumeur? Donc, ce cours va s'intéresser à la cellule cancéreuse et son tissu. Quels seront ses aspects en fonction du lieu et quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce qui permet le développement d'une cellule cancéreuse? Donc, comme rappel, un cancer, c'est une tumeur maligne. On parle alors de maladie cancéreuse. Le cancer, c'est une maladie de la cellule qui a un lien avec la dérégulation du programme génétique cellulaire. Ça veut dire qu'une cellule a eu une mutation spontanée, ce qui a induit l'acquisition de plusieurs caractéristiques, dont l'une d'entre elles est une prolifération incontrôlée. Une prolifération incontrôlée excessive, avec bien sûr un envahissement. Récidive, même après ياسين. traitement, etc. نعم. دابا ما كاينش فرق ديتو ما بين كونسير و تيومر مالين بحال بحال. Tumeur maligne هو cancer. لا Tumeur ما maligne كاينش هو فرق ديتو. cancer. نعم. آه، يعني ما كاينش فرق كاع Ce ديتو. sont, ce sont des synonymes. Ah, ce sont des synonymes. اوكي صافي. Donc, la conséquence qui c'est la prolifération ainsi que l'envahissement, métastase, etc. Donc, la maladie cancéreuse, on parle d'une cellule cancéreuse et de son stroma, de son tissu conjonctif, tissu de soutien. Donc, on va l'étudier dans ce cours. Donc, les bases moléculaires, un petit rappel. Nous avons besoin d'une conséquence d'altération successive du génome, ça veut dire probablement des mutations dans la plupart des cas, ce qui induit une perturbation de l'homéostasie et une rupture permanente entre les signaux intracellulaires. C'est pour cela, c'est pour cela que la cellule tumorale, elle résiste aux signaux normaux. Elle résiste. Elle ne répond plus aux signaux du corps humain. Comme conséquence, si nous avons par exemple une cellule cancéreuse au niveau de la thyroïde, dites-moi, si nous avons une cellule cancéreuse au niveau de la thyroïde qui synthétise des hormones thyroïdiennes, qu'est-ce qui va se passer pour la TSH? اه طبعا. La TSH va diminuer, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas pour les autres cellules normales de la thyroïde? هتكمبريساو لا ماشي يقدروا تكمبريساو هتاغريساو. يقدروا اه يتريغريساو يا راه المهم نبطلو. leur activité comment elle va devenir ديميني. diminuer حيت on n'a plus de TSH. C'est pour cela qu'on a une rupture. C'est pour cela que certains cancers thyroïdiens sont chauds et ils désactivent d'autres zones de la thyroïde par exemple. حيت l'hypophyse ne synthétise plus de TSH, donc la cellule cancéreuse avec les hormones thyroïdiennes, et les autres cellules n'ont plus de TSH pour être activées. Donc le cancer, on peut le diviser en plusieurs étapes. Comme on a dit, une cellule normale pour se transformer en cancéreuse, elle a besoin d'une rupture du génome. Plusieurs étapes. On a d'abord l'initiation, ensuite la promotion et la progression. Donc ce qui se passe, on a une accumulation d'anomalies génétiques, c'est l'initiation, ce qui induit l'instabilité génétique, et dans ce cas, les mutations deviennent de plus en plus nombreuses. Et lorsque la cellule a un génome altéré, elle va continuer à faire de la mitose, prolifération excessive, et dans ce cas, on aura plus de cellules qui ont les mêmes caractéristiques, qui sont tumorales, qui sont cancéreuses même, etc. اس هذيك غير شي يقدر تعاود لحظتك. Rupture, rupture, كونسير. rupture. Rupture permanente entre les signaux intracellulaires. Donc rupture permanente entre les signaux intracellulaires parce qu'il y a un problème dans l'homéostasie. Une chose qui se produit chez les cellules cancéreuses par exemple, ils expriment beaucoup plus de pores pour faire rentrer certains signaux. Les facteurs de croissance, pour faire rentrer le glucose, pour faire rentrer les électrolytes. Donc c'est pour cela, à l'intérieur d'une cellule tumorale, on n'a pas la même activité qu'à l'intérieur d'une cellule normale. La composition intracellulaire, elle est différente. Parce que la cellule cancéreuse, elle a besoin de se multiplier rapidement. Donc, elle n'a pas donc, les signaux normaux qu'on reconnaît, la distribution, elle est anormale, etc. d'où la rupture permanente des signaux intracellulaires et l'homéostasie. Elle devient anormale parce que les cellules cancéreuses, elles ont plus de glucose à l'intérieur par rapport à la cellule normale, etc. Donc les bases moléculaires qui maintenant, on a besoin de certaines mutations. Donc une cellule normale, petit à petit, elle subit des mutations jusqu'à devenir cancéreuse. Bien sûr, si la mutation elle est non viable, la cellule elle va être apoptosée. Donc prolifération des cellules cancéreuses suite à une succession de mutations qui se produisent et ça va induire une cellule cancéreuse. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule chose qui peut induire le cancer. Les mutations, c'est le plus fréquent. Mais nous avons d'autres choses comme les virus, comme les radiations, comme voilà, d'autres exemples.
Donc, étape, comme on a dit, nous avons soit la chimie, les rayons X, les virus, désolé, les rayons X, ils vont induire l'initiation, ça veut dire une lésion de l'ADN. L'ADN, il devient anormal. Ensuite, la promotion, c'est que cette cellule, elle reste en vie et elle continue de se diviser. Et la progression, c'est la prolifération excessive de ces cellules qui peuvent acquérir de nouvelles caractéristiques ainsi que des vaisseaux, etc. C'est le développement de la tumeur, du cancer, désolé. Donc, la progression et la promotion, c'est l'activation des oncogènes, ça veut dire que ces cellules cancéreuses, elles commencent à être activées, se multiplier, et les suppresseurs qui sont censés tuer les cellules anormales deviennent défectueuses, donc ils sont inactivés. Donc voilà la progression normale d'une cellule jusqu'au cancer. Comme on a dit, on a besoin d'un initiateur, notamment soit la chimie, rayon X ou bien un virus, qui va induire une lésion de l'ADN ou bien une mutation spontanée, ce qui va induire une activation des cellules cancéreuses, qui a un ADN viable et commence à se multiplier de manière anarchique. Et lorsqu'on a la formation d'un tissu cancéreux avec son stroma conjonctif, on parle de progression. Donc les étapes, comme on l'a dit, on a besoin de l'initiation. L'initiation, ça veut dire l'altération de l'ADN. Elle est non exprimée jusqu'à cet instant et elle est irréversible. Ça veut dire que soit par mutation, cassure, ou bien virus, ou bien etc., qui va induire la lésion de l'ADN. C'est une étape irréversible et indispensable à la vie d'un cancer. Si elle ne se produit pas, on n'aura jamais le développement d'un cancer. Donc les causes, elles sont plusieurs bien sûr, comme on l'a dit, soit un virus, rayon X, mutation spontanée, etc. Ensuite, la promotion. La promotion, c'est l'expression de l'ADN muté. Donc l'expression de l'altération de l'ADN muté, il va induire l'acquisition de nouvelles caractéristiques. Par exemple, supposons qu'on a une mutation du gène Y, d'un fragment du gène Y. Si la cellule, elle commence à transcrire ce gène, ça va induire l'apparition d'une protéine X, ou là une protéine Y, par exemple. Donc, lorsqu'on a ce passage du génotype au phénotype, on parle de promotion. Il survient après l'initiation et c'est l'exposition prolongée, répétée ou continue à une substance qui entretient et stabilise la lésion initiée. Donc normalement, la plupart des initiations, elles sont capturées par nos cellules du système immunitaire, mais si nous avons un virus par exemple qui persiste ou bien un rayonnement ionisant d'une quantité très élevée, on va passer à la promotion. Ça veut dire que la cellule, elle va continuer à vivre avec ces nouvelles caractéristiques. Donc, la promotion, oui. دابا l'irréversibilité ديال la mutation ديال l'ADN هي السبب علاش ما كاينش اون سوليسيون افيكاس contre le cancer. Ah, ça, il est irréversible. On ne peut pas traiter la cellule, on la tue. On ne peut pas la traiter. On ne peut pas revenir à la normale. Pour les cancers, les traitements, ils sont létals. C'est la létalité qu'on utilise. Chimiothérapie, radiothérapie, médicaments X, Y, chirurgie, excision. Ce sont tous des méthodes qui cherchent à tuer les cellules cancéreuses. Ce ne sont pas parce que c'est l'irréversible. On ne peut pas revenir à la cellule normale. Donc la promotion est due à la multiplication cellulaire excessive, ce qui induit que ce tissu, il va acquérir une nouvelle caractéristique. Parce que la cellule tumore, la cellule cancéreuse, elle avait cette nouvelle caractéristique. Et lorsque le nombre, il augmente, on va avoir une nouvelle caractéristique du tissu en général. Donc la promotion, c'est une prolifération clonale, plus ou moins contrôlée des cellules initiées. Les cellules qui sont altérées, elles se multiplient. Et notre tissu, il commence à apparaître un nouveau phénotype. Et ensuite, la progression. La progression, c'est l'acquisition des propriétés de multiplication non contrôlées. C'est de là où le tissu il devient complètement anarchique. Il acquisit l'indépendance, la perte de la différenciation et l'invasion locale et métastatique. Donc la progression, c'est un état plus avancé de la vie du cancer où ce tissu qui devient indépendant, il commence à envahir les tissus avoisinants et induit des conséquences diffèrent. Donc en 1, donc la phase 1, les cellules cancéreuses. Non, bien sûr.
دابا هنا في الاول هنا أها. تكون كونترول. لا حتى هنا il Comme n'est pas l'extra- contrôlé غير زعما باقي le nombre ديال les cancers, le nombre est bas les cellules cancéreuses ce ne sont pas des milliards ou bien des millions de cellules. ياسين دابا بحال في دابا الاول في الاول ملي كطرا ليكسبوزيسيون على لي سيل أها. كطرا واحد ليكسبوزيسيون على لا دي اه في الاول وي. ديال الانيسيال ملي كطرا ليكسبوزيسيون كتالتيغا لا دي ان ملي أي. تالتيغا هنا كطرا من هنا موراها كطرا سميتو ليكسبريسيون دو نوفو كاركتير. aïe l'expression ديال هذوك les nouvelles caractéristiques lorsqu'ils apparaissent on parle de promotion حيت l'ADN c'est le génome il doit être exprimé par l'ARN transcrit la synthèse de protéines etc. وهنا كطرا ملتيبليكاسيون دي سيلول نعم هنا كطرا ملتيبليكاسيون دي سيلول. راه دائما c'est continu c'est un phénomène continu du moment où la cellule est active غتبقى دير elle va continuer à faire des mitoses. هبط لتحت من دابا Bien sûr. Donc là, la progression, c'est un état plus avancé. Lorsque les phénomènes de cancer, ils sont encore plus exagérés. Lorsque le tissu, il devient indépendant, il devient anarchique, il devient incontrôlable, etc. Donc la progression, c'est juste avec le temps. Et si on laisse un cancer progresser, ça va donner des métastases, ça va donner des infections, des ganglions, etc. Donc c'est la question de propriété, de multiplication non contrôlée, l'indépendance, la perte de la différenciation, l'invasion locale, la métastase, etc. Voilà. Les bases moléculaires du cancer, qu'est-ce qui se passe? Donc il existe des agents cancérigènes qui augmentent la chance de l'apparition des cancers. Notamment, 80 et 92% des cancers, ils ont un lien avec le style de vie ou bien l'environnement. On peut les classifier en plusieurs types. Premièrement, ce sont les agents initiateurs, ceux qui causent immédiatement l'apparition du cancer. Par exemple, les agents chimiques comme l'hydrocarbure polycyclique aromatique qu'on trouve dans le pétrole et dans le tabac, qui va induire un cancer au niveau du poumon. Un autre exemple, désolé, je reviens maintenant. Un autre exemple, ce sont les amines aromatiques qui causent un cancer au niveau de la vessie. Les nitrosamines au niveau de l'estomac. Les virus, comme l'hépatite B pour le foie, l'HPV pour le col utérin, le virus d'Epstein-Barr pour le lymphome et le nasopharynx, etc. Ainsi que des agents physiques comme les radiations ionisantes ou bien les ultraviolets. Donc, on parle ici d'agents initiateurs. Ce sont des agents qui vont immédiatement causer le cancer. Alors que la deuxième classification, ce sont les agents promoteurs qui augmentent la chance d'apparition de cancer et le développement, et accélèrent le développement. Notamment les hormones, comme par exemple le cancer du sein. Vous devez savoir que le cancer du sein, on parle d'un cancer hormonodépendant. Ça veut dire que chez la femme, surtout qui a un tissu adipeux beaucoup, elle commence à synthétiser plus d'oestrogène que la normale. Et lorsqu'elle a plus d'oestrogène de la normale, ça favorise le développement de la glande mammaire. Et ce qui induit une chance plus élevée de l'apparition de le cancer du sein. Ainsi que l'endomètre, la prostate. La prostate a la testostérone, l'endomètre, les hormones cycliques, etc. Autre exemple, nutrition, comme l'alcool, les graisses animales, l'infection chronique, comme les parasites, schistosome, cancer de la vessie, Helicobacter, le schistosome qui va causer un cancer de la vessie, l'Helicobacter pylori qui va causer un cancer gastrique, etc. Donc ce sont des agents promoteurs qui vont augmenter la chance d'apparition d'un cancer. Ils ne l'induisent pas immédiatement. Ce ne sont pas eux qui sont la cause du cancer, mais ils l'ont favorisé. Donc la connaissance de ces facteurs initiateurs est très très importante pour être capable de dépister les individus à risque. Parce que comme vous le savez très bien, l'outil le plus efficace contre le cancer, c'est de l'éviter. Ce n'est pas de le traiter. Parce que le traitement, comme on a dit, l'arsenal, il n'est pas très développé, il est peu efficace, etc. Donc si on l'évite, ou bien on le diagnostique précocement, c'est le plus grand gain qu'on peut faire en médecine. Donc c'est pour cela qu'il faut connaître les facteurs initiateurs et promoteurs des cancers. Et autres, comme les anomalies génétiques, les anomalies chromosomiques, comme l'aneuploïdie, la polyploïdie, les trisomies, les anomalies génétiques comme les amplifications, les délétions, les anomalies épigénétiques comme la méthylation et l'acétylation de certains composés. C'est pour cela, pour étudier les anomalies génétiques, on fait le karyotypage, ou bien étude par biologie. Voici un exemple, anomalie de nombre. Vous remarquez ici à droite, nous avons un karyotype normal,
l'homme est diploïde, 2n égale à 46. Cependant, certains individus ont des atteintes génétiques, comme la trisomie, comme la tétraploïdie, la triploïdie, la monoploïdie, etc. Ce sont plusieurs atteintes génétiques qu'on va étudier, Inch'Allah, la MG. D'autres exemples comme le réarrangement, comme la translocation, c'est le passage d'un fragment d'un gène à un autre, donc, ou bien fusion entre deux gènes, ou hyperexpression d'un oncogène, ce qui peut induire la fusion entre deux gènes, ou bien l'expression d'un oncogène. Donc par chance ou bien malchance, on a l'apparition d'une caractéristique oncogène, ce qui cause l'apparition d'un cancer chez les individus. Réarrangement, par exemple, la leucémie myéloïde chronique, elle est due à une translocation entre le gène 9 et 22, comme vous le remarquez ici. Le 9, il subit un découpage au niveau de ce fragment. Désolé. Le 22, il perd un petit fragment et il le donne au chromosome 9, ce qui va induire une maladie chronique, la leucémie myéloïde. Un autre exemple, lymphome de Burkitt, qui est génétique, comme une translocation entre le 8 et le 14, ce qui va ce qui va exprimer encore plus le facteur oncogène, ce qui cause l'apparition du lymphome. Donc ici, nous remarquons seulement les facteurs qui peuvent causer l'apparition ou bien le favoriser l'apparition d'un cancer. Autre exemple, comme une délétion, si on va perdre une fonction d'un gène suppresseur, imaginez avec moi si une cellule, elle perd le gène qui synthétise les caspases. Est-ce que cette cellule peut subir une apoptose? Non. No. Elle va devenir une cellule immortelle, entre parenthèses, immortelle. Donc, ou bien amplification génétique elle aussi. Par exemple, si une cellule amplifie le gène qui synthétise le récepteur de glucose, donc elle reçoit plus d'énergie, elle est plus active, ce qui peut causer une augmentation de la multiplication de la cellule, etc. Donc là, ce sont des exemples qui peuvent expliquer l'apparition du cancer. D'autres gènes, les gènes impliqués dans la cancérogénèse, on parle de gènes oncogènes. S'ils apparaissent, immédiatement, ils causent l'apparition du cancer. Par exemple, on parle de proto-oncogènes. C'est le rôle essentiel de la régulation de l'embryogenèse et croissance cellulaire. Mais si nous avons une mutation génétique ou bien une maladie génétique qui va altérer ces proto-oncogènes, s'ils sont remaniés ou bien surexprimés, immédiatement, on aura l'apparition du cancer. Par exemple, le signal RAS, qui induit la mitose, le BCL2, le CMYC, le R2, etc. RAS, on l'a vu en biochimie clinique, qui est stimulé par l'insuline, qui induit la mitose et d'autres effets cellulaires et nucléaires. Oui. Vous vous rappelez très bien, si on l'a vu. Bien sûr. Donc là, si nous avons une surexpression des molécules qui causent la multiplication cellulaire, ça peut induire l'apparition du cancer. Donc les origines sont variables, sont variées. Soit un virus oncogène directement, une mutation qui induit l'apparition de nouvelles caractéristiques, ou bien des maladies génétiques directement qui causent l'apparition de cancer. L'exemple linéaire, un gène qui est surexprimé, qui est exprimé plus que la normale, notamment certains gènes signaux qui induisent la multiplication cellulaire, comme le RAS, la voie de RAF, MAP kinase, etc. Alors que l'autre voie de l'insuline, quand il y a le PKB et l'ATK. Vous vous rappelez شوية biochimie clinique, non? Oui, bien. Oui. Ça va, Mohamed? ياسين واحد السؤال Aha. بغا نسول قبيله ونسيت Bien ديك sûr. لا فاز ديال سميتو ديال البروموسيون ديال سميتو ديال في الاول ملي كطرا ديال ديك سميتو داك لا ديفيزيون سيلولار Aha. سميتو دابا حنا كنقولوا بلي راه الكونسير كل ما تداوى بكري راه مزيان وحنا كنعرفوا بلي الكونسير ايريفيرسيبل بحال دابا ان باسيون جا عندنا ولقينا عنده ان كونسير في هاد لا فاز ديال البروموسيون واش يقدر دوك لي ديفيزيون سيلولير اللي كطرا ليه اللي هي انورمال اللي قدرت ايفوكي لينا سميتو لو كونسير واش يقدروا نردوها عاديه زعما تولي ريفيرسيبل او لا ديك لا بارتي كنحيدوها Une cellule cancéreuse ne va jamais redevenir normale.
من غير عرفتي كاين ان سول كا اللي كنفكر فيه واذا وقع سي انديفيدو خصو يمشي يدير اللوطو خاص الا درت لي ميتاسيون اخرى اللي رجعت لي عادي إذا une deuxième mutation se produit qui enlève l'effet de la première mutation. Oui, et si ça se produit, alors l'individu, il est l'homme le plus chanceux du monde, probablement. Mais un cancer, il est irréversible. حيت كما قلنا les probabilités d'une mutation spontanée, elle est très faible. Donc pour qu'elle se produise deux fois et qu'elle soit antagoniste, l'individu, il est très très chanceux à ça. Donc dans ce cas, le traitement du cancer, c'est de tuer les cellules cancéreuses. نعم يا ياسر. شي هذه فكره تقدر تعمل في الا كانوا تيقلبوا على شي كثير ديال الكانسر يحاولوا يفكروا في هذه الميتاسيون الا قلبوا على شي ميثود باش يتريغريو هذه الميتاسيون بالضبط صافي راه النهضه هذه C'est pas possible. Les extrémités, à mon avis, mais ce que je pense, pour traiter le cancer, injecter au sang un glucose qui est dangereux. Les cellules cancéreuses, ils consomment beaucoup de glucose. Donc le moment où la cellule cancéreuse va attraper ce glucose, elle va exploser ou mourir ou bien quelque chose. Bien sûr, le glucose. انت كاع لي سيريو ديال الاورغانيزم Mais هادشي ما عندي ما ندير. ديال الشيميو لا اسمع c'est quoi le principe هذا هو البرانسيب ديال الشيميو. راه الشيميو راه كيتريغري كاع لي سيلول كياكلوا الدق فهمتي راه هذاك الشيء Mais voilà, mais يكون هو صعيب يعني الجليكوز هذا il est basé sur le même principe que le PET scan نوعا ما. Au lieu de donner juste un glucose radioactif, il faut donner immédiatement un glucose dangereux, un glucose mortel. C'est pour cela les cellules cancéreuses, ils vont manger ce glucose plus que les cellules lacrines. Parce que le PET scan, lorsque les cellules elles prennent le glucose, la plupart des cellules qui consomment le plus de glucose, ce sont les cancéreuses. Ce sont elles qui sont allumées, qui ont pris beaucoup de glucose. Alors que les cellules normales, surtout lorsque l'individu il est au repos, il ne fait aucune activité, il ne réfléchit pas, il ne lit pas, donc les cellules du corps humain normal, elles ne consomment pas beaucoup d'énergie. Même ils ne consomment presque rien. C'est pour cela, ça pourrait être un traitement, un glucose dangereux. Bien sûr, là, comme je vous ai dit, dans tout l'arsenal médical, il n'existe pas un traitement 100% anodin. Bien sûr, les séquelles, elles existent toujours. Parce que le cancer, alors, on se bat contre notre propre corps humain. C'est pour cela... واحد القضيه نقول لك دابا راه كاين هذا البرانسيب راه ولكن ضد ديالو راه كاين واحد الدكتور كيقول لك باللي خاصك تبدل الدايت ديالك تولي كيتوجينيك دايت فهمتيني لا الوراء هذا il a relation avec un style de vie. Le style de vie, si on mange pas un régime très riche en glucose, ça diminue la chance d'apparition de cancer. Mais si le cancer est déjà apparu, donc là, on peut donner un glucose létal. Mais voilà, on continue. لا ولكن هو كيقول لك واخا خرج كيقول لك انه باش تستار في هذيك التومر ولكن كاع زعما ريسيرشرز وداكشي كيقول لك ان داكشي غير تخربيق فهمتي حيت دابا هذا الابروتش راه هو نفسه ديال زعما الشيميو فهمتي كيكونوا دي موليكول كياخذوهم كاع لي سيلول داكشي علاش يعني غليكوز ما غاديش يبدل شي حاجه فهمتي الا كان عندك مثلا حيت الكاباسيتي ديال انه بحال اليود كيتكونسونطرا غير في التيغويد ما كاينش زعما شي تيسو اخر كياخذو فهمتي هذاك يقدر يخدم في كونسير دو لا تيرويد باغ اكزومبل جو كومبرون ولكن في نفس الوقت ما كيخدموا به كنا كانت هذه القضيه غادي تكون في التيغويد ولكن في التيغويد كيخدموا به. Donc ensuite la deuxième cause d'apparition d'un cancer, c'est la mutation et la délétion des substances qui suppriment la prolifération. Par exemple, comme je vous ai donné avant, une suppression du gène des caspases. Ça veut dire que la cellule, elle survit à la mort. Elle devient une cellule immortelle. Donc, elle continue à se multiplier. Les gènes suppresseurs de tumeurs, par exemple, anti-oncogènes, inhibiteurs de croissance. Donc, si elles sont supprimées, donc la cellule, elle continue à se multiplier sans subir d'apoptose, sans subir rien. Voilà. Donc, un exemple. Donc, pour l'apparition d'un cancer, on a besoin soit... Donc, pour avoir l'apparition d'un cancer, on a besoin soit de la surexpression
des gènes oncogènes ou bien de la disparition des gènes suppresseurs de tumeurs. Donc l'un des deux va induire l'apparition d'une cellule anormale, d'une cellule qui ne répond plus aux signaux normaux. C'est bon? كانت قبيله هي اللي قلنا قبيله. Voilà, on continue. Ainsi, donc voici d'autres exemples des gènes de l'intégrité du génome. Il existe des gènes qui surveillent l'intégrité du génome et si eux aussi ils sont altérés, donc on aura des cellules qui n'ont pas un génome intégral, qui ont un génome anormal et c'est ce qui peut induire les cancers. Par exemple le MMR, dans le cas des cancers colorectaux. Oups, désolé. ياسين Oui. دابا هذاك الجين اللي كيعطيك الكونسير هو ماشي هو داك البروتو اونكوجين اللي قلتي قبيل. هو le pro-oncogène. Pro-oncogène. C'est normalement حيت كيكون un équilibre ما بين la synthèse cellulaire et la destruction cellulaire. Donc كاينين des gènes pro-oncogènes ou كاينين des gènes anti-oncogènes qui vont essayer de tuer la cellule. نعم. لا دابا قبيله شنا بروتو اونكوجين واونكوجين دوك عندهم شي فرق بينهم. شكون يكونوا كيكولابوريو مع بعضياتهم. كاين des gènes oncogènes proto-oncogènes يكونوا كيعاونوهم. نيت في ديك التصوير في ديك اللي كنتي فيها في نفس الباج. نفس الباج. Donc c'est la même chose. Proto-oncogène et oncogène c'est la même chose. وقع انا جاتني فهمتي كيما قال لك راه بروتو اونكوجين عاديه ماشي عاديه. لا. اونكوجين هي سيغ اكسبرسيون. L'oncogénicité c'est l'état de surexpression des proto-oncogènes. Ensuite, nous avons le gène qui surveille l'intégrité du génome. S'ils sont altérés, bien sûr, ça va induire l'apparition de cellules qui n'ont pas un génome normal et donc cancer. Par exemple, le MMR, le gène MMR, s'il apparaît, ça va induire cancer colorectaux, etc. Les gènes impliqués dans l'apoptose, eux aussi, comme je vous ai dit, s'ils disparaissent, ça veut dire que la cellule elle devient immortelle, elle devient résistante à l'apoptose. Donc, si nous avons une suppression, par exemple, du gène PC53, si nous avons une suppression du gène du protéine BCL2, donc ce sont des constituants qui existent, qui participent à l'apoptose. Donc s'ils sont soit les molécules pro-apoptotiques, elles sont supprimées, ça veut dire que la cellule elle ne subit plus d'apoptose, ou bien les gènes anti-apoptotiques, elles sont exprimées encore plus, la cellule elle devient encore une fois immortelle. Comme on le voit ici, si nous avons une anomalie du gène PC53, ça va induire une survie, arrêt du cycle de réparation de lésions ou l'activation de l'apoptose. Donc l'apoptose, elle ne s'active plus. Et si nous avons une surexpression de la protéine BCL2, ça induit la survie cellulaire elle aussi. Parce que la protéine BCL2, c'est une protéine anti-apoptotique. Donc elle cause une cellule immortelle. C'est bon? Continue. قال لك انومالي ديال الجين حيت ديك الجين بي 53 Et normalement, ça va arrêter l'apoptose et la cellule elle devient immortelle. Donc une cellule normale, s'il a une lésion au niveau de l'ADN, si nous ne sommes pas capables de le réparer ou bien faire l'apoptose, le pire cas possible, c'est l'apparition d'une tumeur. Donc c'est juste la progression normale. Donc une lésion, elle peut être soit induite ou bien spontanée. Si le corps humain est capable de réparer l'ADN ou bien de se débarrasser de cette cellule, c'est bien. Sinon, si cette cellule prolifère, ça va induire des mutations. Une mutation dans le génome, donc apparition de nouveaux gènes. Donc mutation constitutionnelle héréditaire, gènes contrôlant. Et si ça touche les gènes contrôlant la prolifération et apoptose, ça va altérer la régulation de la prolifération cellulaire. Et c'est ce qu'on trouve ici. Une dérégulation de la prolifération cellulaire ou bien une diminution de l'apoptose. Ça va induire une expansion clonale. Ça veut dire que la cellule elle commence à se multiplier beaucoup plus. Et en fonction de la cellule, ça va induire soit l'angiogénèse, et il a besoin d'échapper à l'immunosuppression. Parce que si cette cellule, elle est encore une fois trouvée par le système immunitaire, elle va la tuer. Les cellules natural killer par exemple. Mais si elle échappe, donc cette cellule, elle va progresser. Donc on parle de progression maintenant. Donc on a l'apparition de nouveaux gènes, c'est la promotion. Alors que la progression, c'est le développement rapide et on parle alors de tumeurs malignes qui vont ensuite causer une invasion du tissu avoisinant et des métastases. C'est bon? بلاتي ياسين Bien sûr. هذيك سميتو
بعد ما كطرا داكشي اللي قلنا الديمينيسيون دابطوز وداكشي مهم. ديك ليكسبونسا بعد ما قلتي هذيك لونجيوجينيز كيديروا لي نوفو فيسو باش ينوغيو هذاك لي سيلول أها. كونسيغوز بوحدهم زعما. C'est qui ماشي في la phase de progression, c'est lorsque dès que le nouveau tissu il a de nouveaux vaisseaux pour se vasculariser encore mieux. On a déjà l'étape hein, regarde la progression. Un tissu cancéreux et les nouveaux vaisseaux autour. صافي. وديك اللي قلتي لي وديك باش طرا نوفو ميتاسيون عاوتاني. Non, nouvelle mutation. Parce que, une cellule qui est en division anarchique, elle a plus de chances d'avoir de nouvelles mutations. Elle a plus de chances. Elle se multiplie plus que la cellule normale. Donc, maintenant, dès que la fréquence de mutation est 1 sur 10 à la puissance moins 7, donc ça veut dire 1 sur 10 millions, les cellules cancéreuses, rapidement, ils vont atteindre 10 millions de cellules. Donc, au sein du même tissu cancéreux, on trouvera des mutations différentes. Une cellule numéro 1 qui a la mutation X, la cellule numéro 100 millions qui a la mutation Y, etc. Donc on trouvera plusieurs mutations au sein d'un tissu cancéreux qui s'est bien développé. C'est bon? Voilà. La base moléculaire, qu'est-ce qui se passe? Donc normalement, voici les étapes. Le cycle cellulaire, on distingue la phase G1, S, G2 et la mitose. Et la phase stable, liée G0. Donc le cycle cellulaire, il est contrôlé. Il existe des points de contrôle, des gènes, des signaux, des protéines qui régulent chaque phase. Donc ils régulent la vitesse de la prolifération et ils maintiennent l'intégrité du génome. Donc c'est pour cela que les cellules, dans la normalité, nous avons un équilibre entre le taux d'apoptose et le taux de mitose. Et le cycle cellulaire, c'est le temps qui s'écoule entre deux mitoses. Donc c'est G1, S, G2, mitose. C'est toutes ces 4 phases à la fois. Et c'est pour cela, la plupart des tumeurs, elles naissent parce qu'on a un signal ou un gène qui régulait ce cycle altéré. Lorsque ce gène ou cette protéine ou cette enzyme ou bien ce que vous voulez réguler ces phases, elle devient altérée. Dans ce cas, la cellule tumorale, elle ne respecte plus le cycle cellulaire normal. Il n'est plus régulé et c'est pour cela que ça va nous donner une progression cancéreuse. C'est bon? Donc, les bases moléculaires, on a plusieurs points de contrôle. Comme vous le remarquez, on a la phase G1, le gène PCCON3 comme on a dit. Le gène PCCON3, il est régulé. C'est pour cela que la plupart des tumeurs, elles sont induites par une mutation du gène PCCON3. Un autre exemple, la protéine CDK4, CDK2, CDK1, les protéines cyclines en bref. Les cyclines A, B, D, E. Pour chaque phase du cycle cellulaire. Et le moment où nous avons une altération de l'une de ces protéines, soit on a l'activation des cyclines qui vont induire la réplication. Donc les cyclines, c'est l'inverse du PCCON3. Les cyclines, ce sont des points de contrôle qui vont avancer la cellule dans la phase, dans le cycle cellulaire. Ou bien, on a une altération de l'activité des inhibiteurs, soit la P21, P15, P16, PCCON3, etc. Si les protéines... les cyclines qui ont... Alors que les P, ce sont des inhibiteurs du cycle cellulaire qui le bloquent. Donc si nous avons soit une altération, ou bien une inhibition des inhibiteurs, ou bien une activation des cyclines, ça va induire un cycle cellulaire rapide. Donc prolifération, cancer. C'est bon? Très bien. Donc progression du cycle tumoral et cycle cellulaire, comme on a dit, on a le gène RB par exemple, il inhibe le passage de G1 à S. Donc il inhibe par la phosphorylation des cyclines. Donc si la cycline elle est activée, on va progresser. Si elle est inhibée, si la cycline est inhibée, la protéine elle va rester en G1. Donc dans ce cas, si nous avons une mutation qui active la cycline ou bien qui inhibe le gène RB, ça va induire une progression anormale dans le cycle cellulaire. Le gène PCCON3, le gène PCCON3 comme on a dit, c'est le gène le plus fréquent qui subit une mutation. Donc il est muté dans plus de 50% de cancers humains. Imagine avec moi. 50% de cancers humains, ils sont dus à un déficit du gène PCCON3. C'est pour cela, ça induit un développement de cancer si une mutation est constitutionnelle. Ça veut dire que 100% des cas où le gène PCCON3 il mute, il est immédiatement suivi d'un cancer. Parce que normalement, le gène PCCON3, il assure
l'arrêt du cycle cellulaire, si nous avons un dommage de l'ADN, pour le réparer. Cependant, si le gène P53 il est malade, donc il ne va pas arrêter une cellule lorsqu'elle a un ADN malade, donc la cellule elle continue sa vie avec l'ADN malade. Donc elle continue de se multiplier avec le gène malade. Donc normalement, si une cellule est malade, elle doit subir une apoptose en cas de dommage irréparable. Mais puisque la cellule elle a muté, elle peut échapper à l'apoptose. ياسين على فكرة واخا تعاود داك لو جين ار بي. Donc le gène RB, c'est un cas qui régule. C'est l'un des points de contrôle. Imagine avec moi, vous allez dans l'autoroute d'une ville à une autre. Vous devez aller payer la gare de péage au début de l'autoroute et à la fin. Bon, la fin, mais bon. Donc, il y a des points de contrôle. Vous devez passer, vous devez présenter votre ticket, vous devez donner de l'argent, etc. Il existe la même chose au niveau de cycle cellulaire. Avant de passer d'une phase à une autre, il existe un point de contrôle qui cherche est-ce que l'ADN il est intégral, l'ADN il est normal. S'il est normal, il laisse la cellule continuer, sinon la cellule elle reste là-bas pour être réparée. Le gène P et le gène RB, c'est l'un des points de contrôle entre G1 et S. Le RB elle agit comment? En inhibant la cycline cycline D, CDK4, comme on le remarque ici. Et les cyclines, elles activent le cycle cellulaire et les protéines P et RB, ils inhibent l'activité du cycle cellulaire. Donc la protéine RB, elle cherche à inhiber l'activité du cycle cellulaire en inhibant la cycline D. C'est bon? Allô? صافي وي صافي شكرا. هذيك اللي قلتي ديال سميتو ديال البي سي كونت نورمالمون في الكونسير هنايا هي كتعطيك الكونسير زعما الميوتاسيون ديالو بزاف كتعطيك الكونسير دونك هو كينيبي الدخول للسيكل سيلولير. Le PC-CON3, le PC-CON3, c'est le vérificateur général de tout cycle. Le cycle Camel en entier, il le cherche. S'il trouve une cellule qui a un ADN endommagé, il lui dit d'arrêter le cycle cellulaire et d'être réparé. S'il est muté, la cellule, elle continue son cycle cellulaire avec son ADN endommagé. الكونسير سيكون ميوتي. Voilà. ياسين Oui. الا تاني بان الباساج من الجي ار اس كيفاش تكون عندك بروغريسيون دون السيكل سيلولار؟ Là, dans le cas où nous avons une inhibition de la protéine RB, ça veut dire que la protéine RB, elle ne devient plus efficace. Ça veut dire que la cycline D, elle devient active. C'est pour ça qu'on progresse dans le cycle cellulaire. D'abord, la télomérase. La télomérase, c'est une séquence d'ADN située dans les extrémités des chromosomes. Télomère, télo, hi est loin. Régulatrice du nombre de réplications programmées par une cellule. Si nous avons un raccourcissement des télomères, on aura l'apoptose. Donc, c'est le cas normal. Les télomères, ils reculent les réplications. Et s'ils subissent un raccourcissement, l'apoptose. Donc, la télomérase, c'est une enzyme permettant de resynthétiser les télomères perdus lors des divisions. Donc, elle est présente dans les cellules souches. Les cellules matures perdent leur capacité de synthétiser la télomérase. Donc, les cellules matures, elles vont perdre la télomérase pour ne pas être très actives. Pour ne pas, par exemple, continuer leur mitose, pour avoir un nombre limité. Donc la télomérase, c'est une enzyme qui régule le phénomène de télomère. Mais dans les cancers, bien sûr, les cellules malignes, elles ont cette capacité de resynthétiser cette télomérase. Et c'est pour cela, ça leur donne cette capacité de se multiplier encore plus. Normalement, il existe des télomères qui disparaissent chez les cellules adultes. Donc la télomérase, c'est l'enzyme qui resynthèse ces télomères. Mais chez les cellules adultes, on ne trouve plus ces télomérases. Mais chez les cellules cancéreuses, malignes, comme vous le remarquez, 85% des cas, elles deviennent immortelles à l'aide de cette enzyme qui revient chez ces cellules. Donc ça aussi, c'est une caractéristique très très importante des cancers malins. C'est bon? هذاك سميتو تيلومير ديرو كيدير السينتيز ديال télomère, lorsqu'il se raccourcit, la cellule, elle se divise de moins en moins. Elle comprend
que ça fait شرفات. Elle est devenue sénescente. Donc elle arrête la multiplication. Et la télomère, elle est régénérée à l'aide d'une protéine appelée télomérase, une enzyme appelée télomérase. Si elle est régénérée, la cellule, elle continue de faire la mitose. Si la télomère, elle est finie, la cellule, elle s'arrête, elle est mature et elle ne se multiplie plus. Les cellules cancéreuses, elles maintiennent les télomères à l'aide de leur enzyme télomérase, ce qui leur confère la capacité d'immortalité. Elles ne vieillissent jamais, autrement dit. C'est bon? دابا هي ديك البلان التيلومير هما اللي كيخليو ملتيبليكاسيون سيل Aïe. Oui. دونك الا ما كانتش ديك التيلومير اللي كتعاونك في التيلومير Mhm. اللي كتعاون سنتيز التيلومير غادي يكون عندك نقص التيلومير هي اللي تاكل البابطوز بزاف غيموتوا Avec l'apoptose ou bien un nombre constant. Un nombre, une limite. Ça va donner une limite à la division cellulaire. Si la télomère, elle réapparaît, la division cellulaire, elle continue. Et le nombre augmente. فوالا كيقول لك انه كان بنادم شحال هادي كيعيش 200 عام 300 عام وطرات لي ميوتاسيون هذاك الشيء مابقاوش كيعيشوا مده طويله فهمتي ملي كتشوف بعدا شفت هادشي كيدويو عليه غير في بيبليكال ستوريز لا تيو هذه كتدخل في لا تيوري ديال ليفوليسيون كيل سون لي شونجمون اللي وقعوا او فوري ميزور ديال 3 مليون سنه كيحاول يشرح لك شنو وقع ليتر هومان كيقول لك راه بلي لومان 3 مليون سنه شنو يكون وقع هادي جوج اون تيوري سي حيت كاينين بزاف اللي كيحاولوا اكسبليكيو لا سيونس فهمتيني حيت كيقول لك انه فهمتي كيربطوها بالدين فهمتي خصوصا الكريستيانز فهمتي حيت راه بصح كيقول لك راه بلي 100 عام كانوا كيعيشوا كاع راه نسيت صراحه سميو ولكن كان عاش 950 سنه داكشي دونك هما كيحاولوا اكسبليكيو علاش لي زوم اللي لي زانديفيدو اللي كاينين في تماك علاش هما يوصلوا لهذاك لاج الوغ كو حنا لي زيتر هيومان دو نو جور 100 عام راها بزاف دونك لا ديفيرونس يمكن وحده منهم هي هذه كما شرحتي نتايا بوسيبل لي سيلول ال فيس بيان سور صافي الله يحفظك Très bien. Donc on continue. Donc pour résumer, l'apparition d'un ADN, c'est soit une surexpression des molécules oncogènes ou bien une disparition, ainsi que les télomérases. Les télomérases, ils induisent l'apparition de cancer ou bien la disparition des systèmes de réparation, la disparition de l'apoptose ou bien la disparition des gènes anti-oncogènes. Donc si nous avons l'un de ces mécanismes, la cellule elle est prédisposée à devenir cancéreuse et se multiplier beaucoup. Ainsi, l'épigénétique. Est-ce que vous vous rappelez de l'épigénétique? C'est quoi? هو انه كيشرح كيفاش انه انت كيفاش كتعيش حياتك كيكون عندها تاثير على اللي موراك مثلا الا كنت انت المهم كنتي كتريني ولا شي حاجه فهمتي عندك واحد بيلت فيزيك انه ولدك غادي يدوز ليه شي حاجه فهمتي زايده على الجينيتيك العادي ديالك انت غادي تزيد ليه شي حاجه فهمتي. Je vais prendre juste cette définition que c'est quelque chose qui dépasse la génétique. Imaginez avec moi, l'environnement où vous vivez, il va induire des différences au niveau de vos propres cellules. Ça veut dire que l'épigénétique, ce sont des facteurs qu'on a découverts récemment, qui sortent de la génétique et qui eux aussi contrôlent vos tissus. Vos tissus, leurs caractéristiques et autres, ça va induire des différences à ce niveau-là. Parce que vous vivez dans un environnement X ou Y. Donc changement dans l'expression des gènes sans modification de l'ADN. Donc la génétique, elle n'est pas altérée. Mais le tissu, il exprime des choses différentes dues à l'environnement, le style de vie, etc. On parle de l'épigénétique. Donc ce sont des modifications potentiellement réversibles et transmissibles d'une génération à une autre. كما قال لكم صلاح تقدر تدوز لولدك شي حاجه. Mais quand même, l'épigénétique, c'est ça le phénomène. C'est le mode de vie et l'environnement où vous existez, il va induire des changements au niveau de vos phénotypes. Donc, mécanisme, soit votre ADN, il subit une méthylation. Donc, comment ça se produit? Donc, votre ADN, il est intact, mais il subit une méthylation, une addition d'un groupement méthyle. Modification des histones, comme l'acétylation aussi, et les positions des nucléosomes au sein de l'ADN. Vous vous rappelez de l'histone, nucléosome, c'est quoi? Non?
Non, ok. Donc l'ADN, il avait plusieurs formes. Lorsqu'il se condensait, quand on a la chromatine condensée, donc les chromosomes. Les chromosomes. Et les chromosomes, ils sont entourés autour des histones. Ce sont des protéines où l'ADN, il tourne autour. Vous vous rappelez de le خط ديال l'ADN اللي كان كيتورني autour ديال واحد الكرة كحلة. Vous vous rappelez de واحد الشيمة. Est-ce que vous vous rappelez كان في الجينيتيك mais bon c'est pas grave. Donc هذا on parle d'histone et هذا le phénomène كامل ديال l'enroulement d'ADN c'est la nucléosome. Donc l'ADN pour s'enrouler, comme on connaît très bien que l'ADN sera بحال هكا, c'est deux cycles et cet ADN il va continuer à s'enrouler, à se spiraler et se condenser et il se condense autour de nucléosomes, des histones, désolé. Et la position de ces enroulements, il peut aussi induire des variations phénotypiques, ce qui va apparaître. Donc c'est pour cela, l'ADN, il est intact. Ça veut dire que vous avez les mêmes liaisons, A, T, C, G, etc. Vous avez la même séquence, C, C, A, T, etc. Mais ce qu'on va voir, le phénotype, maintenant, la couleur des yeux, elle peut passer, bien sûr c'est un exemple exagéré, mais elle peut passer d'une couleur X à une couleur Y. Même si votre ADN, il n'a pas changé. Votre ADN est le même. J'exagère, je ne pense pas que c'est possible. Mais juste pour que vous compreniez l'épigénétique. Donc voilà. Donc l'épigénétique elle est très très importante parce qu'elle aussi, elle nous permet de nous aider dans la thérapie et le diagnostic, d'orienter la cause d'apparition de ce cancer et de nous aider vers le traitement. Donc voilà. Pour comprendre les bases fondamentales qui induisent l'apparition d'un cancer. Maintenant, nous allons voir le tissu cancéreux, son stroma. Comme on a vu, le tissu cancéreux, c'était ces cellules qui sont apparues, ainsi que son stroma de soutien, conjonctif. Donc, comme on rappelle, la cellule cancéreuse, elle acquiert des caractéristiques de comportement, de fonction et génétique qui lui induisent une autonomie et une croissance anarchique. Donc, c'est pour ça qu'il est très très important de comprendre ces caractéristiques pour être capable de les dépister plus précocement, de les diagnostiquer plus facilement et lorsqu'on les diagnostique précocement, le pronostic il est meilleur. Le matériel, il dépend des prélèvements cytologiques, prélèvements tissulaires, etc. qu'on va étudier. Donc pour étudier avec le tissu cancéreux. Ensuite, bien sûr, les modifications morphologiques, il y en a plusieurs. Modification du noyau, comme un noyau en mitose. Augmentation du nombre de cellules en mitose, c'est-à-dire c'est normal. Des mitoses anormales, donc la cellule elle est en division anarchique. On peut trouver aussi des noyaux interphasiques, l'anisocariose, l'inégalité de taille, l'augmentation du rapport nucléocytoplasmique, l'hyperchromatisme, irrégularité de forme et de contour, multinucléation, gros nucléoles, etc. En bref, ce sont des anomalies de noyaux qui induisent que la cellule est en activité anarchique. Donc voici des exemples d'imagerie histologique où on trouve une cellule avec des noyaux anormaux. Donc comme vous le remarquez ici, multinucléoles, plusieurs noyaux, un noyau fragmenté, etc. Donc les exemples sont plusieurs. Ainsi que l'augmentation du rapport noyau-cytoplasme. Comme vous le remarquez, le noyau est très grand par rapport au cytoplasme, etc. Ensuite, bien sûr. Divise. Très bien. On continue ensuite. Modification du cytoplasme qui devient moins abondant, de taille inégale. On parle d'anisocytose. C'est une anomalie de taille. Et il devient basophile chez la cellule cancéreuse. Voilà. Basophile, ça témoigne que voilà, le cytoplasme il a moins de granulation. Il perd son acidophilité, etc. Son activité. Blablabla. Les modifications morphologiques, mais il n'y a aucun critère pathognomonique de cellules tumorales malignes. Ça veut dire que on peut trouver ces signes comme on ne peut pas les trouver.
chez les cellules cancéreuses, comme vous le remarquez ici. C'est pour ça qu'il est très très important de regrouper un faisceau d'arguments avant de dire qu'il s'agit d'une pathologie tumorale maligne. Donc une seule cellule de morphologie tumorale ne fait pas à elle seule la tumeur. Vous devez trouver toutes les caractéristiques d'une tumeur. Donc les critères de malignité, ils varient en intensité, en fonction du type de tumeur et de son degré. C'est pour cela qu'il faut avoir plusieurs arguments pour être capable de diagnostiquer une atteinte cancéreuse. Et tous les critères ne sont pas forcément réunis dans une même cellule. Et ils doivent être recherchés. Donc vous devez voir le tissu en son intégralité et trouver une cellule qui est en division anarchique, une cellule qui a ainsi un petit cytoplasme, une cellule basophile, etc. Toutes les caractéristiques qu'on va voir au fur et à mesure. Ainsi que la modification du comportement. Comme on a dit, les cellules cancéreuses, elles deviennent immortelles. Elles deviennent immortelles, ça veut dire qu'elles ne subissent pas de l'apoptose, ni la dégradation, ni rien. Ainsi que perte de la dépendance d'ancrage. C'est pour cela que les cellules, elles deviennent disséminées. Diminution de la cohésion. La cellule, elles sont dispersées au niveau du tissu. L'infiltration. C'est pour cette raison que les cellules, elles sont capables d'infiltrer les autres tissus et de causer des métastases et autres. Ainsi que perte de l'inhibition de contact. C'est pour cela, tous ces phénomènes réunis, elles donnent au tissu une autonomie, une agressivité et une désorganisation. Parce qu'elles ne sont pas un tissu comme l'épithélium avec les jonctions GAP, etc. Donc c'est pour ça que les cellules, elles perdent cette cohésion et elles sont plus capables d'infiltrer les tissus avoisinants. C'est bon jusque-là? عندك ديبوندونس دونكراج قلتي Ancrage, هي شي حاجة اللي كتشدها في بلاصتها. Et elles perdent cette capacité d'ancrage. Elles ne restent plus sur place. وليت شي فما بغيتي بحال أيوة. بحال ديميسيون كويزين C'est la même chose. هادو كاملين ils signifient la même chose. صح Donc, perte de l'adhésivité, modification des glycoprotéines de surface et défaut de synthèse de fibronectine, ce qui induit que les cellules ne sont plus capables de coller entre elles. C'est pour ça que les cellules tumorales, elles sont disséminées. Une perte de l'inhibition du contact, c'est un caractère important qui explique le potentiel invasif. Donc, ces cellules, elles ne se deviennent plus collées entre elles, c'est pour ça qu'elles disséminent, elles commencent à se disperser. Ainsi que une agressivité des cellules cancéreuses vis-à-vis des cellules normales. Ils ont une activité macrophagique importante, une capacité de mobilisation par des modifications de son cytosquelette. C'est pour cela, les tumeurs malignes, elles sont capables de tuer le tissu normal, comme on le remarque ici, pour accélérer leur développement. C'est bon? Les caractéristiques d'une tumeur maligne, le cancer. Donc on parle d'une perte d'adhévité, ce qui lui donne sa capacité invasive et une agressivité vers les cellules normales. Il les tue et modifie, etc. Ainsi que, bien sûr, une capacité de croissance exagérée, une production autocrine. La cellule elle-même, elle synthétise ses propres facteurs de croissance et elle commence à se multiplier beaucoup. Et une insensibilité aux inhibiteurs physiologiques de la croissance. Donc la cellule, elle devient autonome. Le tissu cancéreux, il devient autonome. Il échappe au contrôle et il échappe à la différenciation cellulaire. Il reste indifférencié et multiplie beaucoup. Donc elle ne mature jamais. En quelque sorte, bien sûr. Parce que les tumeurs qui maturaient, c'était plus une caractéristique d'une tumeur bénigne. Pour qu'elle reste maligne, elle reste une tumeur indifférenciée. يعني بحال كتولي انديبوندون بحال كدير اللي بغات. ما كتوبيش لي زوردر ديال لو كور ديالنا. ياسين بلاتي انا يلاه جيت تم ما كنا والو. فوالا نشوفها محمد واذا فوالا اذا كان نعاود نعاود. شي قلنا قبيله صح voilà, tu sais, mais c'est pas grave. Donc, ainsi que le caractère immortel des cellules, ça veut dire qu'il échappe à l'apoptose, il échappe à la mort par ses naissances, elle ne vieillit jamais. La clonalité, une hérédité des maladies génétiques, ainsi que l'apparition de sous-clones encore plus agressifs,
les sous-clones, elles augmentent la chance d'apparition d'autres mutations. C'est ce qui lui donne des propriétés invasives métastatiques, chimio-résistance, etc. Une capacité d'induire une néo-angiogénèse, d'avoir des nouveaux capillaires qui vont nourrir ce tissu tumoral, ce tissu cancéreux, et acquisition du pouvoir métastatique. Donc ce sont toutes les caractéristiques qui donnent une cellule cancéreuse, c'est les capacités qu'on connaît. Ainsi que les propriétés fonctionnelles. Clonalité. D'abord, quelque chose qui est monoclonal, ça veut dire qu'il intéresse un seul génotype. Mais un tissu cancéreux, il se multiplie tellement que les cellules filles, elles aussi peuvent avoir des atteintes polyclonales, mais monoclonales. Une atteinte de plusieurs génotypes. Maintenant, une atteinte le gène P53, une atteinte le gène P21, une surexpression le gène le cycline, etc. Donc, il y a une atteinte polyclonale. Une atteinte monoclonale, ça veut dire l'altération d'un seul génotype. Le gène P53 à lui seul. En général, le cancer, il commence par une atteinte monoclonale et ensuite, les cellules filles, par chance ou bien malchance, c'est juste une probabilité. Les cellules filles, elles ajoutent avec l'atteinte initiale d'autres altérations génotypiques. C'est bon? Merci. Ainsi que la perte de la fonction, bien sûr, ou bien une fonction normale, une fonction qui est exagérée, le cancer de l'hypophyse. Donc normalement, une fonction normale, chaque cellule a une morphologie reconnaissable, chaque tissu a une morphologie reconnaissable, mais dans le cas où nous avons une tumeur, il ne devient plus reconnaissable. Une tumeur maligne épithéliale glandulaire, on parle d'adénocarcinome, qui continue à synthétiser du mucus en excès. Une tumeur maligne, par exemple, de l'épithélium malpigien, un carcinome épidermoïde, il induit une synthèse d'une kératine en excès. Voici un exemple, des exemples histologiques. Comme vous le remarquez ici, une synthèse d'une substance due à un cancer de la glande. Je ne sais pas ici c'est quoi pour être honnête, mais voilà, il montre l'accumulation des substances. Ainsi que, ici, encore une fois, ici c'est probablement une glande muqueuse, d'où on remarque l'accumulation des sécrétions muqueuses au niveau de ce tissu, comme vous le remarquez. Au niveau de cette glande qui a un cancer. Ou bien la perte des fonctions normales, soit elles sont exagérées ou bien perte. Donc premièrement, la morphologie, il devient non reconnaissable et les cellules, elles sont indifférenciées. Donc le tissu, par exemple, de la thyroïde, s'il est infiltré par le cancer, il devient anormal et on ne verra plus le même tissu, la même disposition. Autre exemple, acquisition de nouvelles fonctions, elle aussi, elle est possible. L'exemple qu'on avait déjà vu, c'est lors d'un cancer du foie, on remarque la synthèse de l'alpha-fétoprotéine. Vous vous rappelez de ça? On l'avait déjà vu. Donc ceci n'est qu'un exemple qui montre que les cellules cancéreuses, quels changements elles peuvent se produire. Et en fonction du cancer, il existe des caractéristiques bien définies qui peuvent nous aider à le reconnaître. Autre exemple, les substances à action hormonale comme la CTH, la DH, l'apparition des enzymes protéolytiques, comme par exemple le cancer du pancréas, comme je vous ai dit, et des nouveaux antigènes, comme l'alpha-fétoprotéine ou bien l'antigène carcino-embryonnaire, etc. Donc ce sont des marqueurs qui apparaissent lors des tumeurs malignes dans certaines régions. دابا انا قلت هي غترى لاكيزيسيون دو نوفو فونكسيون ولا قلتي قبيله رجع لك قلتي قبيله ما عرفتي قلتي فونكسيون La perte de fonction ou bien une fonction exagérée. Ou bien la fonction normale. Elle exerce sa fonction normale, mais à un état précoce. Mais elle ne fait pas ravage. Donc elle continue de synthétiser ce qu'elle veut. La glande. Comme par exemple, elle garde encore la morphologie reconnaissable et les cellules sont bien différenciées. Une tumeur maligne épithéliale glandulaire, ça induit une synthèse du mucus. Ça veut dire qu'elle exerce encore la fonction avec la glande. ça. Ensuite, nous avons l'acquisition de nouvelles fonctions, les marqueurs tumoraux. Ce sont des substances synthétisées spécifiquement par les cellules cancéreuses. Je vais vous donner un exemple qu'on utilise pour dépister les cancers de prostate. Il existe un antigène, le PSA, très bien. Un antigène appelé le PSA.
le prostate specific antigen. Et lorsque la prostate, on a une prolifération maligne ou bien bénigne, le taux de PSA, il augmente. Détection, on peut aussi faire par immunohistochimie, sur coupe en paraffine, ou bien diagnostic biologique de certains cancers, comme on commande des surveillances quantifiables de ces molécules pour suivre l'évolution. Par exemple, si le taux de PSA il diminue, ça indique que la prolifération, elle aussi, a diminué. Ensuite, une anomalie de différenciation. Si une cellule normale, elle subit une différenciation, mais une cellule cancéreuse, elle ne se différencie pas de la même manière. Par exemple, si on a une cellule cancéreuse au niveau des cellules souches de l'os, on ne va plus reconnaître les cellules matures. Elles n'existeront plus parce qu'elles vont être altérées. Expression d'un ensemble de gènes. Donc voilà. Donc voici les anomalies possibles qu'on peut trouver au niveau de la cellule cancéreuse. Maintenant, ces cellules cancéreuses, bien sûr, elles ont besoin de vascularisation. Elles ont besoin d'être nourries. Donc on va parler un peu du stroma qui soutient ce cancer. Donc le tissu de soutien d'un cancer, c'est le tissu conjonctif, les vaisseaux, la matrice extracellulaire et les cellules inflammatoires. Parce que comme on a dit, lors d'une tumeur, on peut trouver l'inflammation. Parce qu'on a la synthèse excessive des facteurs de croissance. Tout ce qui est présent au sein d'une tumeur et n'est pas une cellule tumorale autrement dit. Donc lorsqu'on fait une biopsie et on trouve une tumeur, ce qui est à côté, c'est le stroma. Les polynucléaires qu'on peut trouver, c'est le stroma du tissu cancéreux. Les nouveaux vaisseaux, c'est le stroma du tissu cancéreux. Et il sert de charpente à la tumeur, de soutien, pour lui apporter les nutriments. Donc le stroma, il est sous la dépendance des cellules tumorales. Comme on a dit, les cellules tumorales, elles synthétisent les facteurs de croissance, et ces facteurs de croissance vont induire une prolifération de nouveaux vaisseaux, de nouveaux facteurs, etc. De nouvelles cellules, etc. Donc on parle de facteurs de prolifération, de croissance, prolifération, et de synthèse des fibroblastes. Dans le cas de FGF, TGF, donc les fibroblastes, ils font partie du stroma cancéreux, ainsi que des facteurs angiogéniques qui induisent la synthèse de nouveaux vaisseaux. Ces nouveaux vaisseaux, on parle de stroma cancéreux aussi, ils font partie du stroma cancéreux. Donc l'osgiogénèse, oui. Ça. Donc l'angiogénèse, comme on a dit, sous l'effet de ces facteurs synthétisés par les cellules tumorales ou bien cellules cancéreuses, on aura l'apparition de nouveaux constituants de ce stroma. Le stroma cancéreux, il est caractérisé d'abord par l'angiogénèse. Ce sont de nouveaux vaisseaux par pousse vasculaire. Le système circulatoire propre à la tumeur est branché sur un ou plusieurs pédicules artério-veineux normaux et sont exclusivement de type capillaire. Donc on a l'apparition de nouveaux capillaires à partir des vaisseaux normaux. Et lorsque la néovascularisation est insuffisante, dans ce cas, une caractéristique, les cellules tumorales les plus éloignées, ils subissent une nécrobiose aseptique. Aïe. Donc vous pouvez comprendre que certains traitements, ils se basent sur l'ischémie de ces nouveaux vaisseaux pour bloquer la multiplication tumorale. Par exemple, là c'est juste un exemple. Donc les nouveaux vaisseaux qui apparaissent, ce sont des capillaires qui sortent des artères et des veines, des artères normales. Et lorsque elle est insuffisante, les cellules tumorales, elles ne se multiplient pas beaucoup. Elles subissent une nécrose. C'est pour cela l'un des traitements... Non. C'est pour cela l'un des traitements cancéreux, c'est par ischémie en bloquant ces capillaires. Écoutez avec moi, il existe un traitement basé sur une embolie. Donc imaginez avec moi, vous avez des artères. Des artères de diamètre X. Et au fur et à mesure qu'on progresse, le diamètre diminue, n'est-ce pas? Jusqu'à arriver au niveau des capillaires néoformés. De tout petit diamètre, n'est-ce pas? Donc il existe un traitement où on va donner des molécules, des microcalcifications qui vont aller et bloquer spécifiquement ces capillaires et induire l'ischémie de la tumeur qui se trouve dans cette région, sans bloquer les capillaires normales. Donc on connaît très bien le diamètre de ces capillaires néoformés et on va donner des emboles spécifiques à ce diamètre. Donc si elle se trouve dans une artère plus grande, elle ne va pas la bloquer parce qu'elle n'est pas suffisamment grande. Mais lorsqu'il va passer dans ce capillaire, elle va le bloquer. Et c'est ce qui va causer l'ischémie. Donc c'est l'un des principes de traitement du cancer.
Voici un exemple, un schéma qui montre qu'est-ce qui se passe. Donc nous avons l'apparition du tumeur, et ces tumeurs, elles synthétisent les facteurs de croissance des vaisseaux, et à partir des vaisseaux normaux, on a la synthèse de nouveaux vaisseaux qui vont nourrir cette tumeur. Et c'est ce qui va induire une tumeur qui maligne, qui va se multiplier rapidement. C'est bon? Ah. Ainsi que la réaction inflammatoire et immunitaire. La tumeur, elle induit avec elle une réaction inflammatoire parce qu'on a ces facteurs de croissance. Les médiateurs synthétisés lors de l'inflammation, c'est la même chose. Donc, un stroma réaction, c'est un phénomène réactionnel à la présence des cellules cancéreuses. C'est pour cela, en périphérie de la tumeur, on va trouver des lymphocytes. Les lymphocytes T, cytotoxiques, les lymphocytes B, immunosécrétants, et des histiocytes, et les macrophages cytotoxiques. Parce que le corps humain, quand même, il va essayer de tuer la tumeur. Il va essayer. Si le cancer, il échappe, donc elle sera inefficace. Si le cancer, il n'échappe pas, on va le tuer et se débarrasser. Et parfois, on peut avoir une congestion active, donc vasodilatation, avec œdème et afflux de polynucléaires aussi. Puis, tout comme au cours de la cicatrisation, des fibroblastes, ce qui peut induire une construise un tissu conjonctif nouveau. C'est pour cela, certaines tumeurs peuvent avoir une zone bien limitée fibreuse. Parce que ce sont les constituants du sang qui commencent à se déposer autour de la tumeur. Et comme on a dit, si elle se dépose, c'est l'une des caractéristiques d'une tumeur bénigne. Parce que la limite fibreuse, c'est comme si elle bloquait la multiplication, c'est comme si elle bloquait la dispersion des cellules tumorales. C'est bon? Très bien. Donc on continue. Ensuite, les variations du stroma. Il peut être abondant et fibreux dans certains cas. Il peut être grêle dans le cas du lymphome. Il peut être richement vascularisé dans le cas d'une glande endocrine. Et parfois, très riche des cellules inflammatoires. Certains cancers du sein, du côlon, l'estomac. Donc le stroma, il peut avoir plusieurs caractéristiques de quel type de cellules ou bien de dépôt où on peut y trouver, en fonction de la région où se trouve le cancer. Voici des exemples histologiques. Comme vous le remarquez ici, ce sont des infiltrations des globules blancs. À droite en bas. Et, ces images, je ne reconnais pas vraiment qu'est-ce qui se passe pour être honnête. Probablement en haut à droite, on a une synthèse d'une substance une substance fondamentale excessive, comme vous le remarquez ici. Mais dans ces deux cas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc le stroma, il influence l'aspect macroscopique aussi. Par exemple, le stroma fibreux, une tumeur de consistance dure. Le stroma peu abondant, ça induit une tumeur molle qui n'est pas dure. Une tumeur épithéliale, et c'est une tumeur qui a un stroma abondant. Alors qu'une tumeur conjonctive, elle induit un stroma peu abondant. Donc ce sont des différences, des variations qui induisent une différence des consistances du tissu cancéreux. Est-ce que le tissu cancéreux, il sera mou, dur, bien limité, qui n'a pas de limite régulière, etc. Donc ça dépend du type de cancer où il siège. Et il lui donne des caractéristiques bien différentes. C'est bon? Allô? Ouais, question. Oui. Donc voilà, comme on a dit, ce cours il s'intéresse à l'origine d'un cancer. Quelles étaient les causes? Comme on a dit, c'est une lésion de l'ADN par différents mécanismes. Et ensuite, cette cellule cancéreuse, quelles sont les conséquences de son apparition? Comme on a dit, elle synthétise les facteurs de croissance, ce qui va induire une prolifération du tissu de soutien. Donc ce tissu de soutien, il a aussi des caractéristiques qui le différencient d'un tissu de soutien normal. On appelle d'un stroma cancéreux. Donc le tissu cancéreux, c'est le stroma et la cellule anormale. Donc au final, une compréhension des caractéristiques de ces cellules anormales et des stromas est fondamentale afin d'être capable de classifier quel type de cancer nous avons. Parce que lorsqu'on est capable de classifier quel type de cancer, ça nous oriente dans notre thérapeutique. Ainsi que classifier. Est-ce que l'individu il a un pronostic, il a un bon pronostic, il est de mauvais pronostic, etc. C'est bon? Ouais. Très bien.